Quelles sont les choses à avoir en tête lorsque l'on veut investir dans le vin et quel est l'aspect prometteur ou non du millésime 2022 en matière de récolte cette année? Autant de questions que nous allons poser à Rémi Serrier, directeur général de PatriWine. Bonjour Rémi Serrier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Comme d'habitude dans Patrimoine Passion, on s'intéresse à des thématiques d'investissement, passion et ou alternatifs. En l'occurrence, on revient sur le sujet de l'investissement dans le vin. On en avait déjà parlé ensemble alors que les vendanges 2021 se terminaient. On se retrouve un an après. Que nous annonce ce millésime 2022 aujourd'hui alors que nous sommes en octobre 2022? Alors, un très beau millésime qui s'annonce. Donc, si on peut faire un petit parallèle avec mon intervention de l'année dernière sur le millésime 2021, on a des conditions qui sont plus du tout les mêmes. D'accord. C'est-à-dire qu'on a des conditions sur le millésime 2021 qui étaient très aléatoires. On a eu des épisodes de gel. Bien sûr. On a eu pas mal de pluie qui a entraîné pas mal de mildiou sur les vignobles. Mais les châteaux ont réussi à s'adapter et à vaincre ça pour arriver à faire quand même un millésime de très grande qualité. Là, on parle de 2021 ou 2021. D'accord. 2021. Et le millésime 2022 qui s'annonce. Alors là, on a un millésime de 2022 qui a battu tous les records. C'est-à-dire qu'en termes de vendanges, déjà, on a des vendanges très précoces. Donc, c'est-à-dire qu'on a vendangé aux alentours du 1er septembre, alors que l'année dernière, on était plutôt à fin septembre. Et on a battu également de records en termes de sécheresse, en termes de chaleur, ce qui a entraîné derrière des productions de petites baies avec beaucoup de concentration cette année. Et derrière, on a par contre des quantités qui sont très limitées parce qu'il y a eu un manque de pluie. Donc on a des petites baies par contre qui sont très concentrées et on a un poids de la baie qui est d'environ 15 à 30% de moins que l'année dernière. Donc ça veut dire que les sécheresses qu'on a connues cet été, en fait, n'ont pas remis en cause les récoltes de vin au moment des vendanges en 2022, mais un peu quand même, c'est-à-dire qu'il y en a moins, c'est ça? Il y en a moins, tout à fait, ouais. Tout à fait, parce qu'il n'y a pas eu de pluie, tout simplement. Hein. C'est-à-dire qu'on a des toutes petites baies, mais par contre très concentrées grâce à la chaleur qu'il y a eu, le soleil. Mais par contre, derrière, on a des baies qui sont très concentrées, donc une qualité qui va être vraiment exceptionnelle cette année. Et donc, ce millésime-là a déjà très bonne presse auprès de toutes les propriétés qui ont vendangé tout ça. Et on s'attend vraiment à quelque chose d'assez sympa. Ouais. Une question quand même pour ceux qui nous écoutent, ça arrive qu'en septembre on dise que le millésime en question est à très mauvaise presse déjà ou est porteur de... très mauvaise presse, non, parce que maintenant les propriétés arrivent à s'adapter et mettent tous les moyens pour arriver à faire quelque chose. En fait, c'est juste la quantité qui va se jouer, principalement. Ouais. Soit on va avoir des volumes qui vont être beaucoup moindres, comme ce qui va arriver comme cette année 2022. Ouais. D'accord. Mais souvent, quand même, les châteaux arrive à s'adapter aux conditions. La vigne également a une mémoire, c'est-à-dire qu'elle va rechercher ce qu'elle a déjà vécu auparavant et elle arrive quand même à s'adapter par rapport aux conditions qu'on peut avoir extrêmes d'une année à l'autre. Des quantités réduites, ça veut dire qu'on pourra moins acheter de millésime 2022. Ça veut dire qu'automatiquement on s'attend à une hausse des cours des vins d'investissement? Tout simplement, si la quantité est moindre, c'est-à-dire que oui, il y aura moins de vins disponibles. Les cours, ça on le saura. On ne le sait pas encore là. Au moment de la sortie primeur au mois d'avril, c'est là où les châteaux imposent le prix. Donc non, il se peut qu'ils puissent s'aligner sur le millésime antérieur. Ça, c'est eux qui décident, mais ça, en termes de prix, on ne peut pas avoir encore d'informations. D'accord, même si on sait qu'il y aura évidemment moins d'offres que certaines années auparavant, ce n'est pas pour autant qu'on peut déjà définir quel sera le niveau de prix du millésime 2022. Ça, on le saura vraiment au mois d'avril, même si on peut avoir une orientation par rapport à ce qui s'est passé, mais on le saura vraiment au moment de la sortie des primeurs. Bon, ça nous amène à revenir un petit peu sur cet investissement dans le vin, puisqu'effectivement, on peut acheter du vin pour le boire, mais on peut aussi investir dans le vin comme un produit financier, pour le coup, même si ça reste ce qu'on appelle un investissement alternatif ou passion. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Moi, j'ai parlé du prix en lien avec les vendanges, mais vous dites que le lien n'est pas forcément automatique. Comment on investit dans le vin et qu'est-ce qu'il faut regarder spécifiquement? Alors déjà, on peut faire un petit comparatif sur 3 indices. Donc, on a le Livex 100
qui est la référence en termes d'indice de vin, donc qui représente les 100 vins les plus recherchés sur le marché. D'accord, on en a créé un indice financier. Voilà, tout à fait. D'accord. Ouais. Avec le CAC 40, par exemple, et le DAX, l'indice allemand. Donc, on peut s'apercevoir que sur les 5 dernières années, on a quand même une augmentation sur le LiveX 100 de l'ordre de 35,8%. Alors que le CAC 40 a progressé de 8 et le DAX a perdu moins 5%. D'accord. Perdu 5%. Donc le marché du vin se comporte plutôt bien ces dernières années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation avec d'autres actifs financiers, il vit indépendamment des actifs boursiers, par exemple. Exactement. Ouais. Donc après, comment on investit concrètement, c'est-à-dire que nous... Et alors, avant d'aller sur comment on investit concrètement, est-ce qu'il y a un effet de vase communicant? Alors, ça vaut pour le vin comme pour d'autres investissements passion. Est-ce que, je ne sais pas, lorsque les marchés financiers se portent bien, on va moins vers des investissements passion comme le vin, et quand ils se portent mal, on revient plus vers des investissements passion, ou c'est juste que les deux vivent leur vie de manière totalement indépendante? Non, les deux vivent vraiment, c'est de manière vraiment indépendante. D'accord. Donc, c'est vraiment une valeur refuge. C'est un produit qui fait partie intégrante de la culture française. On mise vraiment là-dessus et vraiment, qui ne rêve pas d'avoir dans sa cave des grands crus de Bordeaux. Donc vraiment, c'est vraiment un placement également plaisir. Mais ce qui est vraiment décorrélé des marchés financiers. Alors, je vous dites qui ne rêve pas d'avoir dans sa cave des grands crus. Est-ce que ça veut dire que quand on investit dans le vin, on les stocke dans sa cave, par exemple? Alors l'idéal non, c'est bien évidemment pour l'investissement dans le vin, on peut faire ce genre de choses hein, si on a des conditions de stockage optimales, mais derrière pour investir dans du vin, déjà en termes de sécurité, il faut faire appel à regarder si la société dans laquelle on va investir, la note d'information est bien enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers. Oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment une donnée très importante pour ne pas aller n'importe où et pas faire n'importe quoi. Il y a une liste, effectivement d'investissements en biens divers qui est disponible sur le site de l'AMF. Il y a une liste blanche, exactement, et une liste noire qui est présente. Il vaut mieux choisir la liste blanche, c'est ça? En effet, ouais. Et donc, vérifier effectivement qu'on fait appel à un intermédiaire qui montre pas de blanche vis-à-vis de l'AMF en matière d'investissement. Parce que les risques, c'est quoi? C'est d'acheter du mauvais vin? Les risques, c'est dans un premier temps, c'est de ne pas avoir les vins. Il y a tellement de trafic, on peut voir ce qui se passe sur le net, qu'on peut tomber sur des vins qui sont non livrés, ou les vins d'accord, etc. Okay. D'accord, on peut faire face à des arnaques traditionnelles. Exactement. C'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant là-dessus et bien consulter cette liste blanche pour faire appel à des sociétés qui sont bien, où la note d'information est enregistrée auprès de l'AMF. Donc ensuite, on ne le stocke pas forcément soi-même, mais plutôt on fait appel à des acteurs spécialisés. Pourquoi? Parce que ça permet de mieux le revendre, j'imagine, c'est ça? Ça permet de mieux le revendre. Alors déjà, il y a une traçabilité qui est garantie, c'est-à-dire que toutes les caisses proviennent directement des propriétés. D'accord. Elles n'ont pas véhiculé sur différents endroits, et donc elles proviennent vraiment directement des propriétés. Et ensuite, les caisses sont stockées dans des conditions optimales, c'est-à-dire des entrepôts ultra sécurisés, avec des conditions de température optimales, des capteurs d'hygrométrie qui sont tous les 2 mètres pour bien vérifier le taux d'humidité. Et tout cet ensemble-là est très important pour la revente, parce qu'un vin qui va être racheté par la suite, s'il n'a pas été conservé dans des conditions optimales, le prix ne va pas être le même. Mais alors, petite question un peu provocatrice, si on parle d'un vin d'investissement, personne ne le boit, pourquoi est-ce que c'est aussi important de bien le conserver? Parce que au final, le but final, c'est que le vin soit bu. D'accord, oui, c'est ça. Le but final, on n'investit pas ad vitam aeternam sur le vin, il y a un moment où on boit la bouteille quand même. Et c'est ce qui fait le but de l'investissement, c'est que c'est au moment où la rareté s'installe. C'est-à-dire que plus un vin va être consommé, plus la rareté va s'installer, plus les prix vont augmenter. Et là, il est bien là le rôle de l'investissement dans le vin. Donc c'est très important, parce que le but final, il est quand même pour une consommation. Alors, quand les primeurs arriveront, on aura un prix pour ce millésime 2022. Est-ce qu'il y a des facteurs qui vont jouer sur ce prix? Vous disiez que la quantité récoltée pouvait être un facteur, mais pas forcément. Est-ce qu'il y a des facteurs qui font influer quand même le prix d'un vin? Le facteur principal, mais sur du long terme, c'est bien sûr, comme je viens de parler, c'est la rareté. Ensuite, on a différents critères qui rentrent en jeu. On peut avoir les notations, pardon.
C'est-à-dire qu'un vin va être, je prends l'exemple de Château Pape Clément 2009, qui avait été redégusté 4-5 ans après la sortie primeur, et il avait été noté 100 sur 100. Et dès le lendemain, on a pu se rendre compte qu'il y avait un impact directement sur le prix. D'accord. C'est un critère qui rentre en ligne de compte, qui est quand même très important. Ensuite, on a la notion de classement aussi. On a le classement au mois de septembre, là, qui est le nouveau classement de Saint-Émilion, qui sort tous les 10 ans. Et donc là aussi, on a des châteaux qui vont monter de gamme. Je prends l'exemple du château Figeac, dont on a beaucoup parlé cette année, en Saint-Émilion, donc qui est passé premier grand cru classé A. D'accord. Et donc qui a atteint l'élite pour rejoindre le château Pavie. Donc ils sont deux tout en haut de la liste, château Pavie et château Figeac. Et donc là aussi, même si on a des informations au préalable comme quoi ce sont des vins qui vont grimper, mais ça peut également avoir un impact sur le prix. D'accord, donc tout n'est pas figé. En fait, les grands châteaux ne sont pas ceux qui se vendent forcément le plus cher. Ça peut évoluer en fonction du vin en lui-même et des années, pour le coup. Exactement. On a tous ces aspects-là font qu'il y a des variations qui se font, mais l'investissement en primeur reste quand même une valeur entre guillemets sûre. On a des variations qui se font et des rentabilités qui sont assez constantes chaque année. Alors pas peu importe les millésimes, mais sur des millésimes un peu moyens, on arrive à quand même des rentabilités qui sont quand même sympas. Et sur des grands millésimes qu'on a pu faire 2018, 2019, 2020 et 2022 qui arrivent, on s'annonce à des rentabilités assez important. Bon, on va devoir s'arrêter là, malheureusement. On n'aura pas le temps de vous demander s'il y a des propriétés que vous suivez de près, mais vous reviendrez nous en parler avec grand plaisir. Dans Smart Patrimoine. Je précise évidemment deux choses. Tout d'abord, en matière d'investissement, que tout investissement qui propose un rendement présente un risque également. Ça vaut pour le vin comme pour n'importe quel autre type d'investissement. Et en l'occurrence, quand on parle de vin, il faut également préciser que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci beaucoup Rémi Serrier d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur général de PatriWine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.